20 août 636, quelque chose d'extraordinaire se produit dans les plaines poussiéreuses du Yarmouk, près de la frontière actuelle entre la Syrie et la Jordanie. En 6 jours de combats acharnés, une armée arabe numériquement inférieure transforme complètement l'équilibre des forces au Proche-Orient. Cette victoire ne changera pas seulement le cours d'une guerre, elle redéfinira l'histoire de toute une région pour les siècles à venir. Pour comprendre l'ampleur de ce qui va se jouer, remontons quelques années en arrière. L'Empire byzantin traverse l'une des périodes les plus sombres de son existence. Pendant 26 ans, de 602 à 628, Byzance et l'Empire perse sassanide se sont livrés une guerre impitoyable qui a épuisé leurs ressources et saigné leurs armées. L'empereur Héraclius a certes réussi à repousser les Perses et à reconquérir la vraie croix en 630, mais cette victoire a un prix terrible. Les caisses de l'État sont vides, les provinces orientales dévastées, et l'armée byzantine, autrefois invincible, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pire encore, des divisions religieuses profondes minent l'unité de l'Empire. Les chrétiens monophysites du Proche-Orient, persécutés par Constantinople, ne voient plus dans l'empereur qu'un oppresseur lointain. C'est dans ce contexte de fragilité extrême qu'apparaît une menace nouvelle, venue du sud de la péninsule arabique. Des tribus bédouines, unifiées par une nouvelle religion et galvanisées par une foi inébranlable, déferlent sur les frontières byzantines avec une violence inouïe. Tout commence avec la mort du prophète Mohammed en 632. Sa disparition plonge la jeune communauté musulmane dans l'incertitude, mais son successeur, le calife Abou Bakr, transforme cette épreuve en opportunité. Plutôt que de laisser les tribus arabes retourner à leurs querelles ancestrales, il lance une série de campagnes militaires qui vont révolutionner l'art de la guerre. Le génie d'Abou Bakr réside dans sa capacité à canaliser l'énergie guerrière des Bédouins vers un objectif commun. Ces hommes du désert possèdent des qualités militaires exceptionnelles, une mobilité sans égale grâce à leurs chevaux et leurs chameaux, une résistance aux privations forgées par la vie dans l'un des environnements les plus hostiles au monde, et surtout une motivation religieuse qui transcende la peur de la mort. Abou Bakr comprend rapidement que pour maintenir l'unité de cette coalition fragile, il faut l'occuper par des conquêtes extérieures. Il divise ses forces en 2 axes principaux, l'un vers l'Irak perse, l'autre vers la Syrie byzantine. Cette stratégie double présente un avantage majeur. Elle force ses ennemis à disperser leurs forces sur plusieurs fronts. Pour mener ces campagnes, Abou Bakr fait appel à son meilleur général, Khalid ibn al-Walid, surnommé Saïf Allah al-Masloul, l'épée dégainée d'Allah. Ce personnage fascinant incarne parfaitement les contradictions de son époque. Ancien ennemi de Mohammed, c'est lui qui avait infligé aux musulmans leur seule défaite lors de la bataille d'Uhud en 625. Sa conversion à l'islam en 629 marque un tournant décisif dans l'histoire des conquêtes arabes. Khalid possède un génie tactique exceptionnel qui en fait l'un des plus grands stratèges de tous les temps. Sa spécialité, les mouvements de cavalerie d'une complexité diabolique qui désorganisent complètement les formations ennemies. Depuis sa conversion, il n'a perdu aucune bataille, accumulant victoire sur victoire avec une régularité qui confine au surnaturel. En Irak, il écrase les armées sassanides les unes après les autres. Sa victoire la plus spectaculaire a lieu à Ulay, où il fait massacrer tant de Perses que la rivière charrie les cadavres pendant des jours. Cette boucherie lui vaut le surnom de Karib al-Maout, celui qui apporte la mort. Mais c'est en Syrie que Khalid va livrer son chef-d'œuvre militaire. En 634, il reçoit l'ordre d'abandonner l'Irak pour porter secours aux forces musulmanes en difficulté face aux Byzantins. Ce qui suit défie toute logique militaire conventionnelle. Avec 9000 hommes d'élite, Khalid entreprend une traversée du désert syrien qui restera dans les annales comme l'un des exploits logistiques les plus audacieux de l'histoire militaire. Pendant 5 jours, sa colonne progresse à travers un territoire réputé impraticable, guidé par des Bédouins qui connaissent chaque point d'eau. L'astuce de Khalid tient dans ses chameaux. Ces animaux exceptionnels ne servent pas seulement de monture, ils deviennent des réservoirs d'eau vivants. Avant le départ, il leur fait boire d'énormes quantités d'eau, puis leur coude les lèvres pour les empêcher de brouter. En cours de route, ces hommes égorgent régulièrement quelques bêtes pour récupérer l'eau stockée dans leurs estomacs.
Cette marche forcée lui permet d'arriver là où personne ne l'attend. Surgissant du néant, il tombe sur les arrières byzantins et sème la panique dans leurs rangs. En quelques semaines, Damas tombe, suivi par une série de villes importantes. La machine de guerre byzantine, pourtant supérieure en nombre et en équipement, se grippe face à la mobilité et à l'audace des Arabes. L'empereur Héraclius observe ces défaites avec une inquiétude croissante. Cet homme de 62 ans a consacré sa vie à défendre l'Empire contre les Perses. Il ne va pas laisser une bande de barbares du désert lui arracher ses plus belles provinces sans réagir. Sa stratégie s'appuie sur une alliance avec l'Empire perse, scellée par le mariage de sa fille avec l'empereur sassanide Yazdgard III. Le plan est simple mais efficace. Attaquer simultanément sur deux fronts pour empêcher les musulmans de concentrer leurs forces. Pendant qu'Héraclius reconquiert la Syrie, les Perses reprendront l'Irak. Pour cette opération décisive, l'empereur rassemble à Antioche une armée impressionnante. Cette coalition hétéroclite réunit des Byzantins, des Slaves, des Francs, des Arméniens, des Géorgiens et des Arabes chrétiens ghassanides. Au total, entre 40 000 et 50 000 hommes, selon les sources byzantines, mais les chroniqueurs arabes parlent de 150 000 à 200 000 combattants. Cette disproportion dans les chiffres révèle l'une des constantes des récits de batailles antiques. Chaque camp tend à minimiser ses effectifs et à exagérer ceux de l'adversaire pour magnifier la victoire ou excuser la défaite. La réalité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Héraclius confie le commandement de cette armée composite à Vahan, un général arménien expérimenté qui avait dirigé la garnison d'Émèse. C'est un choix judicieux sur le papier. Vahan connaît parfaitement le terrain et les tactiques arabes. Mais il doit composer avec une structure de commandement complexe qui reflète la diversité de ses troupes. Chaque contingent national conserve ses propres chefs. Les Slaves sont dirigés par un prince nommé Kanatir, les Arabes Ghassanides par leur roi Jabala ibn al-Hayham, les Arméniens par Georges Martzok. Cette fragmentation du commandement constitue une faiblesse structurelle que Khalid saura exploiter le moment venu. Plus problématique encore, cette armée souffre d'un déficit de motivation criant. Les soldats byzantins se battent pour conserver des provinces lointaines qu'ils connaissent mal. Les auxiliaires barbares luttent pour des soldes souvent impayés. Seuls les Arabes ghassanides ont un intérêt direct dans la bataille, mais leur loyauté envers Byzance s'effrite depuis des mois. Du côté musulman, la situation évolue rapidement. Abou Bakr meurt en 634, remplacé par Omar ibn al-Khattab, un homme d'une intelligence politique remarquable. Contrairement à son prédécesseur, Omar se méfie de Khalid. Ce général trop brillant, trop populaire, représente un danger potentiel pour l'autorité califale. Sans le destituer ouvertement, Omar nomme Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, gouverneur de Syrie et commandant en chef officiel. Ce choix diplomatique permet de préserver l'ego de Khalid tout en limitant son pouvoir. En réalité, sur le terrain, c'est toujours Khalid qui commande les opérations militaires. Quand les espions musulmans rapportent l'ampleur des préparatifs byzantins, Omar prend une décision surprenante. Il ordonne à ses généraux d'abandonner toutes leurs conquêtes récentes et de regrouper leurs forces dans les plaines du Yarmouk. Cette retraite stratégique déconcerte l'ennemi et permet aux musulmans de choisir leur terrain de bataille. Le choix du Yarmouk n'a rien d'un hasard. Cette vallée présente des caractéristiques topographiques idéales pour la stratégie de Khalid. Bordée au sud par la rivière Yarmouk elle-même, à l'est par les gorges profondes du Wadi Uruqad et au nord par des collines rocheuses, elle offre plusieurs avantages tactiques décisifs. D'abord, le terrain plat et dégagé convient parfaitement à la cavalerie légère arabe, l'arme de prédilection de Khalid. Ensuite, la configuration naturelle du site limite les possibilités de manœuvre de l'ennemi et peut même se transformer en piège mortel en cas de retraite précipitée. Khalid dispose ses 40 000 hommes selon un plan minutieusement préparé. Le centre, commandé par Abu Ubaïda, regroupe l'infanterie lourde. Les ailes sont confiées à des généraux aguerris. Amr ibn al-As à droite, Yazid ibn Abi Sufyan à gauche. Mais l'élément clé du dispositif réside dans la réserve mobile de Khalid. 4000 cavaliers d'élite qu'il peut déplacer instantanément sur n'importe quel point du champ de bataille.
L'armée byzantine qui s'avance vers le Yarmouk en août 636 impressionne par sa diversité et ses effectifs. Vahan a organisé ses forces en 5 corps distincts, chacun conservant ses spécificités nationales et tactiques. Le cœur de l'armée reste byzantin. Ces soldats professionnels maîtrisent parfaitement les techniques de combat héritées des légions romaines. Leur équipement lourd, armure d'écaille, boucliers ronds, épées longues, en fait des adversaires redoutables au corps à corps. Mais cette puissance a un prix, un manque de mobilité qui peut devenir fatal face à la cavalerie arabe. Les contingents barbares apportent chacun leur spécialité. Les Slaves excellent dans les combats en terrain difficile. Les Francs manient avec maestria leurs franciscaques. Les Arméniens fournissent d'excellents archers à cheval. Quant aux 12 000 Arabes ghassanides de Jabala, ils devaient théoriquement neutraliser l'avantage tactique de leurs cousins musulmans. Mais cette belle mécanique grince dès avant le premier combat. Les Ghassanides, ces alliés arabes de Byzance, traînent des arriérés de soldes depuis des mois. Pire, les autorités byzantines les traitent avec un mépris croissant, remettant en question leur christianisme et leur loyauté. Cette tension atteint son paroxysme quand 1200 cavaliers ghassanides, menés par un certain Rafi ibn Amr, font défection et rejoignent l'armée musulmane en pleine nuit. Cette trahison prive les Byzantins de leur meilleure cavalerie légère et renforce moralement les troupes de Khalid. L'épisode révèle un problème plus profond. L'armée byzantine n'est qu'une alliance de circonstances entre des peuples aux intérêts divergents. Face à des musulmans unis par une foi commune et une discipline de fer, cette faiblesse structurelle va s'avérer déterminante. La bataille commence le 15 août 636 par une série d'escarmouches destinées à tester les dispositifs adverses. Khalid laisse volontairement l'initiative à Vahan, qui lance ses premières attaques contre le centre musulman. Ces assauts, menés avec méthode et puissance, entament sérieusement les lignes arabes. Pendant 3 jours, les Byzantins semblent dominer les événements. Leurs charges répétées bousculent l'infanterie musulmane et créent plusieurs brèches dangereuses dans le dispositif de Khalid. Les pertes arabes s'accumulent et certains observateurs commencent à douter de l'issue du combat. Mais Khalid joue un jeu plus subtil. Chaque fois que la situation devient critique sur un point, il déplace sa réserve mobile pour colmater la brèche et repousser l'assaillant. Cette tactique d'intervention rapide déstabilise progressivement les Byzantins, qui ne parviennent jamais à exploiter leur percée initiale. Le génie de Khalid ne réside pas seulement dans sa maîtrise tactique, mais aussi dans sa compréhension de la psychologie humaine. Il sait que cette bataille ne se gagnera pas par un simple affrontement de force, mais par une guerre des nerfs où le moral jouera un rôle décisif. Dès le début des combats, il met en place une série de stratagèmes destinés à démoraliser l'adversaire. Les renforts musulmans arrivent par petits groupes, créant l'illusion d'un flot ininterrompu de combattants frais. Cette tactique, déjà utilisée avec succès lors d'autres batailles, sème le doute dans les rangs byzantins sur les véritables effectifs ennemis. Parallèlement, Khalid orchestre une campagne de désinformation. Ses émissaires répandent des rumeurs sur l'arrivée imminente d'une gigantesque armée de secours venue d'Arabie. Ces fausses nouvelles, amplifiées par la peur, finissent par atteindre les oreilles de Vahan et influencent ses décisions tactiques. Le 18 août marque un tournant décisif dans la bataille. Les Byzantins, enhardis par leur succès précédent, lancent leur assaut le plus puissant contre l'aile droite musulmane. L'attaque, menée par les Slaves de Kanatir, perce les lignes arabes et menace d'enfoncer tout le dispositif de Khalid. C'est à ce moment critique que le génie tactique de Khalid se révèle pleinement. Au lieu de paniquer, il analyse froidement la situation et identifie l'opportunité cachée derrière le danger. Cette percée byzantine a créé un saillant dangereux, mais aussi vulnérable aux contre-attaques latérales. D'un mouvement rapide, Khalid repositionne sa cavalerie de réserve et lance une charge oblique qui prend les Slaves à revers. Pris en tenaille entre l'infanterie musulmane qui se ressaisit et la cavalerie qui les charge par le flanc, les assaillants byzantins se retrouvent dans une situation désespérée. Cette contre-attaque réussie a des conséquences qui dépassent le simple aspect tactique. Elle révèle au grand jour les failles du commandement byzantin et précipite sa désintégration progressive.
Vahan, qui dirigeait jusqu'alors les opérations avec une certaine cohérence, perd ses nerfs face à cet échec inattendu. Ses ordres deviennent confus, contradictoires, et ne parviennent plus à coordonner efficacement les différents corps de son armée. Plus grave encore, la cohésion de l'alliance byzantine se fissure. Chaque contingent national commence à agir selon ses propres intérêts, sans se soucier du plan d'ensemble. Les Slaves accusent les Arméniens de ne pas les avoir soutenus. Les Francs reprochent aux Byzantins leur passivité, et les Arabes ghassanides restants commencent à regretter amèrement leur choix d'alliance. La nuit du 19 au 20 août, Khalid met en place la phase finale de son plan. Dans l'obscurité la plus complète, il détache un corps de 500 cavaliers d'élite sous le commandement de Darar ibn al-Azwar. Leur mission, contourner l'armée byzantine par le nord et s'emparer du pont d'Ain Dakar, unique point de passage à travers les gorges du Wadi ur-Ruqad. Cette manœuvre nocturne, d'une audace inouïe, exige une parfaite connaissance du terrain et une discipline absolue. Un seul faux pas, un seul hennissement de cheval au mauvais moment et toute l'opération échoue. Mais les hommes de Darar, triés sur le volet, accomplissent leur mission à la perfection. À l'aube du 20 août, quand les guetteurs byzantins découvrent la présence de cavaliers arabes sur leurs arrières, il est déjà trop tard. Le piège s'est refermé sans que personne s'en aperçoive. L'armée d'Héraclius, qui se croyait encore en position de force, vient de perdre sa seule voie de retraite. Le dernier jour de la bataille commence par un duel singulier qui devient rapidement légendaire. Abu Baïda, le commandant en chef officiel des musulmans, affronte en combat individuel un général grec nommé Grégoire. Ce duel, observé par les deux armées dans un silence religieux, se termine par la victoire du musulman. Cette victoire symbolique donne le signal de l'assaut général. Toute la ligne musulmane se met en mouvement dans un élan irrésistible. Mais le coup de génie de Khalid ne réside pas dans cette attaque frontale, prévisible et attendue par l'ennemi. Pendant que son infanterie fixe l'attention des Byzantins, Khalid rassemble toute sa cavalerie disponible, près de 8000 chevaux, et lance le mouvement tournant le plus spectaculaire de sa carrière. Cette masse de fer et de chair déferle sur le flanc gauche byzantin avec une violence inouïe. L'impact de cette charge massive dépasse tout ce que Vahan avait pu imaginer. En quelques minutes, son aile gauche se désintègre complètement sous la poussée de la cavalerie arabe. Les soldats, pris de panique, abandonnent leur position et tentent de fuir vers l'arrière. Mais c'est là que le piège de Khalid se révèle dans toute sa dimension diabolique. Les fuyards découvrent avec horreur que leur retraite est coupée par les cavaliers de Darar. Pris en tenaille entre l'armée musulmane qui avance et les gorges infranchissables du Wadi ur-Ruqad, ils n'ont plus aucune échappatoire. Ce qui suit relève davantage du massacre que de la bataille. Acculés au bord des ravins, les soldats byzantins se battent avec l'énergie du désespoir, mais leur résistance s'effrite rapidement. Beaucoup préfèrent se jeter dans le vide plutôt que de subir la mort par l'épée. Quand le soleil se couche sur le Yarmouk le 20 août 636, le spectacle qui s'offre aux vainqueurs défie l'imagination. Les gorges du Wadi ur-Ruqad charrient des milliers de cadavres, au point que les chroniqueurs de l'époque parlent d'une rivière de sang. Les pertes byzantines atteignent des proportions catastrophiques, entre 40 000 et 70 000 morts selon les sources. Vahan lui-même a péri dans la bataille, ainsi que Théodore, le frère d'Héraclius, qui accompagnait l'expédition. La fine fleur de l'aristocratie militaire byzantine gît dans la poussière du Yarmouk, emportant avec elle des siècles d'expérience et de tradition martiale. Du côté musulman, les pertes restent relativement limitées, 4 000 à 5 000 hommes, selon les estimations les plus fiables. Cette disproportion stupéfiante témoigne de l'efficacité redoutable de la tactique employée par Khalid. La nouvelle de la catastrophe du Yarmouk frappe Constantinople comme un coup de tonnerre. Héraclius, qui avait misé toutes ses forces dans cette expédition, voit s'écrouler d'un coup l'œuvre de toute une vie. À 62 ans, l'empereur qui avait vaincu les Perses se retrouve face à un ennemi qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut plus combattre. Sa réaction révèle l'ampleur du traumatisme. Abandonnant toute velléité de reconquête, il ordonne l'évacuation complète de la Syrie et de la Palestine. Cette décision, prise dans l'urgence et la panique, scelle définitivement le sort des provinces orientales de l'Empire. Pour les populations locales, la victoire musulmane représente paradoxalement une libération. Opprimés par les impôts byzantins et persécutés pour leurs convictions religieuses, les chrétiens syriens accueillent leur nouveau maître avec un soulagement manifeste.
Beaucoup d'entre eux ont même activement aidé les conquérants arabes. La route de Jérusalem s'ouvre désormais devant les vainqueurs du Yarmouk. La ville sainte, défendue par le patriarche Sophronios, résiste encore quelques mois avant de capituler en 637. Sa reddition marque un tournant symbolique majeur. Pour la première fois depuis Constantin, Jérusalem échappe au contrôle chrétien. La prise de la ville illustre parfaitement la politique intelligente des conquérants musulmans. Contrairement aux stéréotypes véhiculés par les chroniques byzantines, les Arabes ne se comportent pas en barbares sanguinaires. Ils respectent les lieux saints chrétiens, garantissent la sécurité des populations et maintiennent l'organisation administrative existante. Cette modération calculée facilite grandement leurs conquêtes ultérieures. Les villes syriennes se rendent les unes après les autres, souvent sans combat, préférant négocier leur soumission plutôt que de subir un siège destructeur. Paradoxalement, Khalid ne profite pas longtemps de son triomphe. Dès 638, le calife Omar le destitue de tous ses commandements et l'exile dans une semi-disgrâce à Homs. Cette décision, qui choque l'armée et l'opinion publique, s'explique par les calculs politiques d'Omar. Le calife craint que la popularité extraordinaire de Khalid ne fasse de l'ombre à son autorité. Il redoute aussi que les soldats n'attribuent leurs victoires au génie de leur général plutôt qu'à la protection divine. En éliminant Khalid, Omar entend rappeler que c'est Allah seul qui donne la victoire aux croyants. Cette ingratitude du pouvoir envers son plus grand serviteur illustre l'une des constantes de l'histoire politique. Khalid accepte sa disgrâce avec une dignité remarquable, refusant toute révolte contre l'autorité califale. Il meurt en 642, regrettant sur son lit de mort de ne pas avoir trouvé la mort au combat. La bataille du Yarmouk ne constitue pas seulement une victoire militaire, elle représente un véritable tournant dans l'histoire de l'humanité. En 6 jours de combat, elle redessine complètement la carte géopolitique du Proche-Orient et ouvre la voie aux conquêtes musulmanes les plus spectaculaires. Après Yarmouk, rien ne peut plus arrêter l'expansion arabe. L'Égypte tombe en 641, l'Afrique du Nord suit dans les décennies suivantes, et en 711, les musulmans franchissent le détroit de Gibraltar pour envahir l'Espagne. En moins d'un siècle, l'islam s'étend de l'Indus aux Pyrénées, créant l'un des plus vastes empires de l'histoire. Cette expansion fulgurante transforme radicalement l'équilibre des civilisations. Le bassin méditerranéen, uni depuis Alexandre et Rome autour de la culture gréco-latine et de la foi chrétienne, se divise désormais entre 3 ères de civilisation distinctes, l'Occident latin, Byzance et le monde musulman. Comment expliquer cette victoire stupéfiante d'une armée numériquement inférieure contre l'une des plus grandes puissances de l'époque? Plusieurs facteurs se conjuguent pour produire ce résultat improbable. Le premier réside dans la supériorité tactique écrasante de Khalid. Ce général d'exception maîtrise l'art de la guerre mobile comme aucun de ses contemporains. Sa capacité à coordonner les mouvements de cavalerie, à exploiter les failles de l'ennemi et à improviser sous la pression fait de lui l'un des plus grands stratèges de tous les temps. Le second facteur tient à la motivation exceptionnelle des combattants arabes. Ces hommes ne se battent pas seulement pour le butin ou la gloire, mais pour une cause qui transcende leurs intérêts personnels. Cette dimension religieuse de leur engagement leur donne une résistance morale que leurs adversaires ne peuvent égaler. La cohésion de l'armée musulmane contraste violemment avec la disparité de la coalition byzantine. Khalid commande des hommes unis par une langue, une religion et un objectif commun. Vahan doit composer avec une mosaïque de peuples aux intérêts divergents, parlant des langues différentes et obéissant à des chefs rivaux. Cette différence se révèle particulièrement cruciale dans les moments critiques de la bataille. Quand la situation se dégrade, l'armée de Khalid resserre les rangs et redouble d'efforts. L'armée de Vahan se fragmente et cherche des boucs émissaires. L'état d'épuisement des empires byzantins et perses facilite également la tâche des conquérants. 26 ans de guerre ininterrompue ont vidé les trésors, décimé les armées et démoralisé les populations. Face à des Arabes frais et motivés, ces colosses aux pieds d'argile s'effondrent au premier choc sérieux. Les Arabes apportent aussi une nouvelle conception de la guerre qui déstabilise complètement leurs adversaires. Leur tactique mobile, leur mépris des conventions militaires traditionnelles et leur capacité d'adaptation surprennent des ennemis habitués à des affrontements plus codifiés. Les Byzantins, héritiers de traditions militaires millénaires, peinent à s'adapter à ce nouveau style de combat. Leur formation lourde, leurs manœuvres prévisibles et leur respect excessif des règlements les handicapent face à la créativité tactique de Khalid.
Cette différence d'approche reflète un contraste plus profond entre deux mondes. D'un côté, des empires anciens englués dans leurs traditions et leurs certitudes. De l'autre, une civilisation naissante, dynamique et innovante. 15 siècles après la bataille, l'onde de choc du Yarmouk continue de se propager dans l'histoire. Cette victoire fonde véritablement la puissance musulmane et détermine l'évolution du Proche-Orient jusqu'à nos jours. Les frontières tracées par les conquérants de 636 dessinent encore largement la géographie politique de la région. La bataille révèle aussi la fragilité des empires en apparence les plus solides. Byzance, qui avait survécu aux invasions barbares et aux assauts perses, ne se relèvera jamais complètement de cette défaite. Réduite à l'Anatolie et aux Balkans, elle entame un lent déclin qui s'achèvera en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Sur le plan militaire, Yarmouk devient rapidement un cas d'école étudié dans toutes les académies de guerre. La manœuvre d'enveloppement de Khalid inspire des générations de stratèges, de Napoléon à Rommel en passant par les théoriciens de la guerre éclair. La bataille illustre parfaitement l'importance de la mobilité face à la puissance statique. Les 40 000 Arabes de Khalid, parfaitement coordonnés et d'une mobilité exceptionnelle, triomphent des 150 000 Byzantins malgré leur infériorité numérique écrasante. Cette leçon résonne encore aujourd'hui dans les conflits modernes. L'utilisation magistrale du terrain par Khalid démontre également l'importance cruciale de la topographie dans l'art militaire. En choisissant soigneusement son champ de bataille et en exploitant chaque accident du relief, il transforme un désavantage numérique en avantage tactique décisif. Yarmouk révèle aussi l'importance de la guerre psychologique dans les conflits majeurs. Khalid ne se contente pas d'aligner ses troupes et de charger l'ennemi. Il orchestre une véritable symphonie de la manipulation mentale qui déstabilise ses adversaires avant même le premier choc. Ses stratagèmes, faux renforts, désinformation, démonstration de force, minent progressivement le moral byzantin et créent les conditions de la victoire finale. Cette dimension immatérielle du combat, souvent négligée par les historiens militaires traditionnels, s'avère finalement déterminante. La bataille souligne également l'importance du leadership dans les moments critiques. Pendant que Vahan s'enlise dans les détails tactiques et perd le contrôle de son armée composite, Khalid garde une vision d'ensemble et adapte constamment sa stratégie à l'évolution de la situation. Pour les habitants de la Syrie et de la Palestine, Yarmouk marque le début d'une ère nouvelle. Contrairement aux clichés véhiculés par certaines sources byzantines, la conquête musulmane n'apporte pas la barbarie, mais souvent la prospérité et la tolérance. Les nouveaux maîtres arabes se révèlent des administrateurs habiles qui préservent les structures existantes tout en allégeant la pression fiscale. Ils respectent les communautés chrétiennes et juives, leur accordant un statut de gens du livre qui garantit leur sécurité en échange du paiement d'un impôt spécial. Cette politique intelligente facilite l'intégration des populations conquises et explique en partie la rapidité des conquêtes ultérieures. Loin de résister aux envahisseurs, beaucoup de communautés les accueillent comme des libérateurs. Yarmouk ouvre aussi la voie à une transformation religieuse et culturelle profonde de la région. Si l'islam ne s'impose pas immédiatement par la force, il exerce progressivement une attraction croissante sur les populations locales. Les conversions, d'abord limitées, s'accélèrent au fil des siècles. Elles s'expliquent par des facteurs multiples. Avantages sociaux et fiscaux, mariage mixte, prestige de la religion dominante, sincérité des convictions. En quelques générations, l'ancien cœur du christianisme oriental devient majoritairement musulman. Cette islamisation s'accompagne d'une arabisation progressive. La langue arabe, véhicule de l'administration et du commerce, supplante peu à peu l'araméen et le grec dans les usages quotidiens. Cette double transformation, religieuse et linguistique, forge l'identité du Proche-Orient moderne. Les conséquences de Yarmouk dépassent largement les frontières du Proche-Orient. En privant Byzance de ses provinces les plus riches, la bataille précipite le déclin de l'Empire d'Orient et modifie profondément l'équilibre européen. L'Europe occidentale, jusque-là périphérique par rapport aux grands centres de civilisation méditerranéens, se retrouve propulsée au premier plan. Cette promotion inattendue contribue à forger la spécificité de la civilisation européenne et prépare les développements ultérieurs. La menace musulmane, désormais aux portes de l'Europe, stimule aussi les réflexes défensifs de la chrétienté occidentale. Elle contribue à souder les royaumes barbares autour de la papauté
et prépare idéologiquement les croisades des siècles suivants. Yarmouk marque le début de l'âge d'or de la civilisation musulmane. Les richesses conquises en Syrie, en Égypte et en Perse financent un développement culturel et scientifique sans précédent. Damas, puis Bagdad deviennent les nouveaux centres du monde civilisé. Cette prospérité profite paradoxalement aux anciennes élites byzantines et perses. Beaucoup d'entre elles se convertissent et mettent leurs compétences au service de leurs nouveaux maîtres. Cette synthèse entre l'héritage antique et l'élan islamique produit des merveilles dans tous les domaines. L'architecture, la médecine, les mathématiques, la philosophie connaissent un essor extraordinaire sous les califes omeyyades et abbassides. Les bibliothèques de Cordoue et de Bagdad rivalisent avec celles d'Alexandrie. Et les savants musulmans transmettent à l'Occident médiéval l'héritage de l'Antiquité grecque. Cependant, l'élan né du Yarmouk finit par s'essouffler. En 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers et ferme définitivement la route du Nord. À l'est, l'expansion se heurte aux hautes montagnes de l'Hindou Kouch et aux steppes infranchissables de l'Asie centrale. Plus fondamentalement, l'Empire arabe souffre des mêmes maux que ses prédécesseurs. L'immensité des territoires, la diversité des populations, les querelles dynastiques. Dès le 8e siècle, l'unité politique se fissure et l'Empire se fragmente en califats rivaux. Cette évolution était peut-être inéluctable. Aucun empire dans l'histoire n'a réussi à maintenir durablement sa cohésion sur des territoires aussi vastes et divers. Le miracle tient plutôt dans la rapidité de ses conquêtes initiales, dont Yarmouk constitue l'acte fondateur. L'interprétation de la bataille du Yarmouk a considérablement évolué selon les époques et les perspectives nationales. Les chroniqueurs musulmans en font naturellement un triomphe de la foi sur l'impiété, une preuve de la protection divine accordée aux croyants. Les historiens byzantins, traumatisés par l'ampleur du désastre, cherchent des explications rassurantes. Trahison, supériorité numérique écrasante de l'ennemi, conditions météorologiques défavorables. Ils peinent à admettre la supériorité tactique de leurs adversaires barbares. L'historiographie moderne s'efforce de dépasser ces préjugés pour analyser objectivement les facteurs de la victoire musulmane. Elle souligne le rôle déterminant du génie militaire de Khalid, sans pour autant négliger les conditions politiques, économiques et religieuses qui ont rendu possible cette conquête. Dans la mémoire collective du monde arabe, Yarmouk occupe une place comparable à celle de Crécy ou d'Azincourt dans l'imaginaire français. La bataille symbolise l'âge héroïque des conquêtes, quand une poignée de Bédouins a défié les plus grands empires de l'époque. Cette glorification du passé nourrit parfois des fantasmes de revanche ou de renaissance qui influencent encore les débats politiques contemporains. Certains mouvements islamistes se réclament explicitement de l'héritage de Khalid et rêvent de restaurer la grandeur perdue des premiers siècles. Plus positivement, l'exemple du Yarmouk inspire une réflexion sur les conditions du succès collectif. Il montre comment l'unité, la discipline et la détermination peuvent suppléer à l'infériorité matérielle et triompher d'adversaires apparemment plus puissants. 15 siècles après les faits, que peut nous enseigner la bataille du Yarmouk? Ces leçons dépassent largement le domaine militaire pour éclairer les mécanismes profonds du changement historique. D'abord, elles démontrent la fragilité des équilibres apparemment les plus solides. En 635, personne n'aurait parié sur la capacité des tribus arabes à défier sérieusement Byzance ou la Perse. Un an plus tard, ces deux empires millénaires vacillent sur leur base. Cette rapidité du basculement interroge nos certitudes contemporaines. Les bouleversements géopolitiques majeurs ne sont pas toujours prévisibles et peuvent surgir des périphéries les plus inattendues. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Yarmouk souligne aussi l'importance cruciale du leadership dans les moments de crise. La personnalité exceptionnelle de Khalid transforme une coalition tribale disparate en machine de guerre redoutable. Son génie tactique, son charisme et sa capacité d'adaptation font la différence dans les moments décisifs. Cette leçon résonne particulièrement dans notre époque où les défis globaux exigent des dirigeants capables de dépasser les clivages traditionnels et de mobiliser les énergies autour d'objectifs communs. L'exemple de Khalid montre qu'un homme peut infléchir le cours de l'histoire. Parallèlement, l'effondrement du commandement byzantin illustre les dangers de la division et de l'incohérence. Une coalition sans véritable unité de commandement et d'objectifs reste vulnérable face à un adversaire déterminé et coordonné. Enfin, Yarmouk témoigne de la puissance extraordinaire de la conviction partagée.
Les soldats de Khalid ne se battent pas seulement pour la gloire ou le butin, mais pour une cause qui donne un sens à leur existence et transcende la mort elle-même. Cette dimension spirituelle de l'engagement, souvent négligée par l'analyse rationnelle, constitue pourtant un facteur décisif dans beaucoup de situations historiques. Elle peut suppléer aux faiblesses matérielles et donner à des hommes ordinaires une force extraordinaire. Dans notre monde sécularisé, cette leçon prend une résonance particulière. Elle suggère que les idéologies et les convictions profondes conservent un pouvoir mobilisateur que ne peuvent égaler les seuls intérêts matériels. Le 20 août 636, quand le soleil se couche sur les plaines ensanglantées du Yarmouk, personne ne mesure encore l'ampleur du bouleversement qui vient de s'accomplir. En 6 jours de combat, une bataille apparemment locale a redessiné la carte du monde et ouvert un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Cette victoire improbable d'une armée de 40 000 hommes contre des forces presque 4 fois supérieures en nombre défie toutes les lois de la logique militaire conventionnelle. Elle illustre parfaitement comment le génie d'un homme, Khalid ibn al-Walid, peut transformer le destin de civilisations entières. Mais au-delà de l'exploit tactique, Yarmouk révèle des mécanismes historiques plus profonds. La bataille montre comment une civilisation naissante, portée par une foi ardente et une vision unificatrice, peut triompher d'empires anciens minés par leurs contradictions internes. L'écho de cette victoire retentit encore aujourd'hui dans les débats qui agitent le Proche-Orient. Elle reste une référence majeure pour comprendre les rapports de force qui structurent cette région cruciale du monde. Plus largement, elle nous enseigne que l'histoire demeure ouverte et que les bouleversements les plus inattendus peuvent surgir des périphéries les plus improbables. En définitive, la bataille du Yarmouk nous rappelle une vérité fondamentale. Dans le grand théâtre de l'histoire, rien n'est jamais définitivement acquis, et l'audace peut parfois renverser les situations les plus désespérées. Cette leçon, vieille de 15 siècles, garde toute sa valeur pour notre époque incertaine.